pour en revenir à vos recherches dans le coin ici, vous parliez des Celtes. Est-ce que vous pourriez nous parler des découvertes que vous avez fait spécifiquement dans le coin ici? Entre autres, j'ai entendu parler de la roche indienne. Bon, ce qu'on appelle la roche indienne, c'est une pierre à peu près de cette dimension-là, gravée de pétroglyphes qu'on peut interpréter à partir de l'ogam celtique. Bon. Vous précisez, c'est quoi les pétroglyphes, peut-être pour les internautes qui... Oui, ben, pétroglyphe, ça veut dire des écritures gravées sur la pierre, qui vient de pétro, pierre, glyphe, écriture. Alors, c'est ça que... Et ben, c'est une technique qui a été utilisée chez les Celtes, et on peut retrouver facilement l'identification des lettres de l'alphabet ogam. Et ça, c'est pas un mystère, ça se retrouve un peu sur l'Internet, n'importe où, ou dans les livres sur les cultures celtiques. Et on peut interpréter, alors, cette pierre indienne a été découverte en 1927 par un jeune homme, à l'époque, évidemment, qui allait à la pêche parce que la pierre est sur le bord d'un ruisseau. Et il a trouvé ça. Et il a observé que c'était des écritures, une fois pas interprétées, il a dit, ben, c'est pas anglais, c'est pas français, ça doit être indien. Et c'est resté. Et bien souvent, dans toutes sortes de domaines, la première définition reste, colle, même si on arrive à d'autres connaissances plus tard. Alors, c'est pour ça que ça s'est... Le terme amérindien, d'ailleurs. La première définition reste comme le terme oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a juste rajouté amer. Et même si sur le site, on appelle le site Jones, parce que c'était une ferme qui a été colonisée par une famille Jones en 1850, on appelle ça le site Jones. Et ben, les fermiers de la ferme Jones n'ont jamais vraiment porté attention à ça. Alors le nom est resté, la roche indienne de Potton. C'est comme ça que c'était connu. Et puis, on a une idée de la date? Est-ce que ça a été daté? Est-ce que ça a été authentifié? Ben non, les gens ne veulent pas regarder ça. Parce qu'on dit que c'est les derniers rapports d'archéologues qui ont examiné cette pierre-là. Ils ont dit, ben, ça doit être les francs-maçons qui ont fait ça. Ou bien un autre va dire, ben, c'est peut-être un gars qui avait pris une brosse et puis il avait trop bu. Et puis qui est sorti le soir pour se défruster. Il a frappé la pierre avec un hache. Il a inventé une écriture, quoi. Pardon? Il a inventé une écriture. C'est ça. Non. C'est difficile en plus à dater parce que, bon, comme c'est de la pierre et carbone 14, il ne faut pas dater une pierre comme ça au carbone 14. Donc c'est très difficile, j'imagine, à dater, quoi. OK, moi je date ces pétroglyphes-là autour de l'année 1500 de notre ère. Parce que sur le même ruisseau, un peu plus haut, il y a les fondations très, très importantes d'un ancien moulin. Et ça, c'est un autre sujet de recherche que j'ai travaillé en détail. Il y a des pierres qui font de 3 à 4 tonnes métriques chacune. C'est une maçonnerie très imposante, rectangulaire, sur le bord du ruisseau. Et ça s'associe avec l'idée d'un moulin qui aurait été là. Et qu'un peu plus haut, ben, il y a un barrage qui aurait servi d'alimentation d'eau pour ce moulin-là. Et alors j'ai finalement convaincu le gouvernement provincial de venir faire des recherches avec des archéologues reconnus. Et c'était donc, j'ai travaillé une dizaine de jours avec eux, puis on se contredisait tout le temps. Et eux, par exemple, au début de la fouille, la première journée, on dit « Oh, ça c'était construit vers 1850. » Je dis « Comment savez-vous? » on connaît ça. Toi, tu ne connais pas ça. C'est un peu l'attitude. Et puis, oui, ça a été fouillé. On a fouillé à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, on a trouvé du charbon de bois en place. Alors, j'ai dit, ben là, on va arrêter de se contredire. Là. On a du charbon de bois. On va faire une analyse radiocarbone. Non, pas besoin de ça. On va sauver de l'argent au gouvernement. Et puis, alors, quand la fouille était finie, quand les archéologues ont été partis, je suis retourné sur le site.
Et j'ai pris des échantillons de charbon de bois et fait faire la datation. Deux échantillons différents. Un, c'était un morceau de bois, un piquet qui était laissé en place, qui avait été sculpté. On voit que ce n'était pas un morceau de bois naturel, mais qui avait été sculpté, travaillé. Et les deux échantillons m'ont donné une date autour de 1550. Et que le site, c'est évident que le site a été abandonné en catastrophe, parce que le site n'a jamais été complété. Il y a une fondation, mais il n'y a pas de vestiges de mécanisme, de moulin ou de construction autre. Et puis, il y a des outils aussi qui ont été abandonnés. Comme un ciseau à pierre, à peu près ça, un ciseau à pierre et une barre de fer à peu près de la même longueur qui avait servi, et aussi ce qu'on appelle une barre à mine, une barre qui ont été laissées abandonnées comme ça. Et ça, c'est complètement inusité que des ouvriers abandonnent, laissent traîner leurs outils. Alors, ce qui est arrivé, c'est vraisemblablement que les travailleurs ont été surpris et attaqués par des Indiens et que sont disparus, et les outils sont restés sur place. Et puis, c'est une thèse qui n'a pas été acceptée, et on a publié que le moulin avait été bien construit et qu'il avait servi plusieurs années. Il n'y a aucune évidence. Et eux donnaient quelle date? 1850. Parce qu'ils avaient trouvé un bouton d'une compagnie de caoutchouc. Et 1850, ils ont dit, on a la preuve. Ben, c'est simpliste, des choses comme ça. Ça aurait pu être découvert par n'importe qui en 1850, et puis à ce moment-là... Ben oui. Puis là, donc, quand vous datez de ça, à peu près, vous avez dit 1500, c'est ça, à peu près? Oui, 1500, 1560, d'accord. Et je relis, sur les pétroglyphes de pierre indienne, tu as un dessin d'un bâtiment sur le bord d'un ruisseau, et avec la lettre d'Ogam qui dit que c'est un ruisseau et que l'orientation est bonne. Fait que là, parce que sur la pierre, alors c'est pour ça que je fais une association entre la construction du moulin et le pétroglyphe. Parce qu'on n'a pas dit c'est quelle écriture qui est dessus alors? Mais moi je dis que c'est de l'Ogam. Ok. Alors, pouvez-vous préciser ce que c'est? Oui, mais l'Ogam, c'est une ancienne écriture celtique qui remonte, qui est très, 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 très ancienne et qu'on retrouve en Irlande sur des vieux monuments et qu'on retrouve sur des documents anciens. Et il est possible de traduire l'Ogam parce que tu as un document qui est gardé en Irlande qu'on appelle le Book of the Ballymote. C'est une légende irlandaise qui est écrite en Ogam et en gaélique. Mais le gaélique, c'est moderne. Ça remonte à l'Antiquité, ça? Non. Non? Ce document-là, non, il est de 1300 quelque chose. Parce que René Guénon parle un petit peu de l'île des 4 mètres, l'époque de l'île des 4 mètres en Irlande. C'était le lieu de la connaissance en Irlande durant l'Antiquité. Donc c'est quelque chose qu'il évoque beaucoup dans son livre Le Roi du Monde, oui, je crois. Non, je ne connais pas de ce... Non, je voulais peut-être citer la même époque. OK. Mais le document en question était d'origine sur des moines irlandais qui ont gardé pour préserver la mémoire de l'Ogam, ont écrit ce manuscrit en Ogam et en gaélique. Et même, on a montré que chaque caractère d'Ogam est la lettre gaélique correspondante. Alors c'est facile d'aujourd'hui de faire la translittération de l'Ogam. Ok, donc si on résume un peu, on aurait eu d'abord donc des Celtes qui seraient arrivés ici. Oui. Puis ensuite des Templiers, par la suite. Oui. Par la suite. Oui. Oui. Okay, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les Celtes ailleurs qu'ici, ou d'autres preuves qui confirment cette présence des Celtes avant l'arrivée
établi, soi-disant. Du XVIIe siècle. Ben, ici, c'est plus vieux que ça. Ouais. C'est plus jeune que ça, je veux dire. Ouais. C'est ici, là, ben, c'est 1700. Le canton de Potton a été établi en 1797. Ça, c'est la date officielle. Il peut y avoir des gens un peu avant à cette porte-là. Mais par contre, évidemment, là, c'est bien après, beaucoup plus tard que de la colonisation française là, du XVIIe siècle, même du XVIe. Et surtout, c'est différent, puisque c'est après la Révolution française. Ah oui. Ce sont des gens totalement différents. Tu me demandais ailleurs, quels sont les autres endroits où j'ai vu de... Bon. Alors, si on se concentre sur les Celtes. Oui, c'est ça, les Celtes, là. Dans le Vermont, par exemple, je n'ai pas fait des découvertes, mais je me fie à la lecture, ce qui a été publié ailleurs par d'autres. Dans le Vermont, c'est très répandu de voir de l'écriture celtique. Aussi, l'État de Virginie, par exemple. Dans l'État... Mais c'est retrouvé sur quoi? Sur les pierres. Okay. Oui, oui. Sur les pierres, les endroits, surtout des abris rocheux, par exemple, où l'endroit est protégé contre les éléments. Tu sais. Aussi, dans le sud des États-Unis, un livre qui a été publié justement, il montre les écritures celtiques sur les endroits d'observation du soleil. Bon. Moi, j'ai vu des pétroglyphes celtiques dans le parc de la Gaspésie, le long d'un sentier. On marchait debout. J'ai pu voir ça. Il y en a d'autres. À Saint-Armand. Saint-Armand? Des pétroglyphes gravés, là, des choses de cette hauteur-là, sur une paroi rocheuse, puis gravés très, très profond. Ben, j'ai des photos de ça. Et d'un point de vue, je pense que vous avez donné beaucoup d'exemples, d'un point de vue idéologique et politique, qu'est-ce que vous avez réuni conceptuellement du côté de ces Celtes? Qui les aura envoyés? Comment ils seraient venus? Qu'est-ce que vous avez réussi à réunir au niveau des idées? Maintenant, là, vous nous avez apporté des preuves archéologiques. Maintenant, est-ce que vous avez travaillé les idées politiques, idéologiques qui les auraient menés ici? Comment serait-il venu ici? Ben, en traversant l'Atlantique. Non, mais c'est parce que Barry Fell a retrouvé un document des guerres des Gaules. Alors, c'est écrit par César, qui observe une bataille navale entre les Celtes et les Romains sur les côtes de Bretagne. Et une bataille que finalement les Romains ont gagnée parce que le vent tournait, puis bon. Mais Barry Fell, à dire là, pas Barry Fell, César dit que les Celtes ont des bateaux supérieurs aux bateaux des Romains et qui ce sont des bateaux qui peuvent prendre la haute mer. Donc là, idéologie, si je pense qu'on peut penser, bien souvent, quand il y a des invasions dans un pays, par un pays étranger, ben, les vainqueurs s'installent, bien souvent les vaincus se sauvent. Et une situation qui est assez plausible, c'est pas tellement vieux, là, mais ça s'est passé dans le pays de Galles, donc un pays celtique. Les Anglo-Saxons envahissent le pays de Galles et on peut présumer que le prince Madoc, qui était de famille royale au pays de Galles, a organisé 2 expéditions vers l'Amérique et une fois il est parti avec 10 bateaux. C'est beaucoup ça. On n'a pas la preuve définitive à quel endroit ils se sont installés, mais c'est fort possible qu'ils se sont installés en Nouvelle-Angleterre. C'est parce que
aujourd'hui, tu retrouves chez les Abénakis une association avec une origine celtique. Si tu regardes des photos, les photos anciennes, mais je veux dire, c'est quoi, peut-être 19e siècle, quelque chose comme ça, là, de notables Abénakis, tu les vois avec une grosse moustache d'Autenberg. Et ça, c'est pas amérindien. Parce que l'amérindien est plutôt imberbe, des os de joue ensaillis, la peau plutôt cuivrée, plus ou moins. Ça, ce sont les traits. Et ça, c'est indéniable. La biologie ne ment pas. Et que tu retrouves, même aujourd'hui, aller à Odanak, ce qui n'est pas loin d'ici, 2 heures de route, et que tu rencontres des Abénakis, ils sont plutôt, tu dis, c'est des Blancs. Moi, j'ai rencontré les premiers Abénakis, c'était ici, on les avait invités pour une fête, ils ont, avec des danses traditionnelles, au festival à Potton. Et bien, je trouvais qu'il y avait de l'air blanc, mais je n'ai pas fait de remarque. J'ai dit, c'est probablement à cause du mélissage. Mais c'est seulement plus tard que là, j'ai rencontré Nicole Obonsawin, qui a été directrice du musée des Abénakis à Odanak, et j'ai eu une rencontre privée avec elle. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, vous n'avez pas de l'air indien. Je m'excuse de faire une remarque comme ça. Elle dit non. Elle dit, on a des traits plus doux que les autres Indiens du Québec. Puis, elle dit ensuite de ça, on a beaucoup il y a des mots celtiques qui font partie du langage abénaki. Alors, c'est pour ça que, et que on lit l'histoire des Abénakis, ceux de Pentagoët. Alors, c'était une tribu qui s'appelait Pentagoët. Les autres étaient à l'embouchure de la rivière Penobscot dans le Maine. Et ce qui est arrivé, c'est que les Britanniques, les colons britanniques ont chassé les Abénakis. Et ce groupe-là de Pentagoët se sont retrouvés au Québec, dans la région de... Et finalement, ils ont été dispersés, évidemment dispersés, mais un groupe qui est encore établi aujourd'hui à Odanak, qui est qu'on appelle une réserve officielle C'est entendu qu'aller dire aux Abénakis, vous n'êtes pas des gens d'origine asiatique comme les autres Indiens. Ça peut les déranger, mais il reste qu'ils sont des premiers. Ils étaient là avant la colonisation française ou anglaise, donc ils sont définitivement des... Donc ce seraient les descendants en fait des Celtes. Oui. Vous pensez que donc les Celtes sont arrivés avant et qu'ils se seraient mélangés avec eux et... pas nécessairement sans se mélanger, c'est-à-dire que ces Celtes venus, moi je pense que ça pourrait être venu avec... D'acculturation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire coupé de la mère patrie, ils se débrouillent. Mais ils étaient dans un environnement favorable. C'est-à-dire que sur la côte de l'Atlantique, tu as toutes les ressources de la mer. Et aussi, les Abénakis étaient des cultivateurs. Donc, ils cultivaient et chassaient, ou du moins exploitaient les ressources de la mer. Et ça, c'est tout écrit, ça. Même ça va être publié là, incessamment. C'est que, je fais peut-être une parenthèse ici, là, dans ce que j'ai fait. C'est que c'est un professeur de l'université de Bergamo, en Italie, avec qui je corresponds depuis des années. À un moment donné, l'automne dernier, il me dit, connaissant mes recherches, il dit, là, lui va être l'éditeur avec d'autres auteurs. Le thème général, c'est les contacts entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Et moi, j'ai écrit un chapitre là, de 35 pages, 8,5, 11, qui va faire à peu près 70 pages dans un livre. C'est l'évidence que les Amérindiens ont rencontré des Européens avant Christophe Colomb. Alors, j'ai toute
Alors, j'ai tout décliné, tout ça. Alors, ça inclut évidemment les Celtes, les Phéniciens, les Vikings et les Templiers. Pour les Vikings, il y a le livre de Zilmer qui le dit déjà. Il le prouve dans son livre. Ouais. Le livre de qui? Zilmer. C'est une grosse maison d'édition. Je ne sais pas, c'est Arachné. Je ne connais pas. Et ce livre-là doit sortir très prochainement? Oui. L'éditeur m'a dit qu'il attend, parce qu'un des auteurs avait écrit son article en italien, puis comme la clientèle est limitée, alors il m'a dit que tout ça va être prêt à sortir dès que la traduction de cet article en italien. Non, la traduction de l'italien à l'anglais. Okay, parce que toutes les autres contributions, ma contribution, c'est en anglais. Ok, d'accord. Est-ce que le livre paraîtra en français éventuellement? Peut-être. Au début, quand l'éditeur m'a contacté, j'ai demandé, puisqu'il y a question aussi du sud des États-Unis, puis j'ai dit, est-ce que ça va être publié en espagnol, en français? Ben, peut-être. Bon. Un autre site que j'ai fait beaucoup de recherches, c'est le site, ce qu'on appelle le site White, du nom des pionniers dans Potton. Il y a 2 endroits particuliers sur ce site-là, qui est un sentier qui traverse la montagne, qui va jusqu'à l'autre côté. Et c'est un sentier qui a évidemment été construit bien avant l'époque coloniale. Alors, il y a une partie, le premier site, c'est le site d'observation du solstice d'hiver, je vais peut-être mentionner tout à l'heure. Alors ça, ça a été complètement arpenté avec tous les vestiges qui sont là en surface. Et puis, c'est un endroit où j'amène des gens pour voir le lever du soleil au 21 décembre. Et si on continue sur le même sentier, on arrive à un endroit un champ de cairns, une centaine de cairns à cet endroit-là. Et justement, j'ai fait des fouilles avec l'archéologue français que j'ai mentionné tout à l'heure, et qu'on a des dates là, de 1800 et de 1500 avant aujourd'hui. Ce qui démontre qu'il y a eu une occupation d'au moins 300 ans. Peut-être avant, peut-être après, mais on a ces deux dates-là. Et ça, c'est important de mentionner. On n'a pas la preuve à quoi servaient ces cairns. On a trouvé des vestiges de charbon de bois, des artefacts de pierre, mais on présume toujours que ce sont des sites funéraires. Mais, écoute, sur une occupation de 300 ans, si c'était des sites funéraires, il y aurait beaucoup plus de monuments funéraires qu'une centaine. Fait que là, on ne sait pas pourquoi. J'ai fait des fouilles aussi, pas des fouilles, d'observation, au pied du mont Orford. Bon, c'est une amie qui demeure dans ce coin-là, puis qui marchait dans le sentier, puis elle a vu des cairns, puis elle m'a dit « Gérard, viens voir ça ». Fait que je suis allé, on a fait des photos, des mesures, des orientations. Et là, on a des cairns qui sont orientés sur les solstices et équinoxes. Et ce sont des gros cairns. Justement, je t'appelle terminer un petit article là-dessus avec des photos et tout. Tu sais, tu as des blocs de pierre là, qui tiennent de cette grosseur-là. Et que c'est des blocs de carrière. Ça, c'est important. Les gens disent toujours que ce sont des pierres des champs. Ben non. Les pierres des champs, c'est des pierres roulées, bien arrondies. Tandis que si on regarde les pierres de ces cairns-là, on voit que ça sort, c'est des arêtes vives, c'est des pierres qui sortent, qui ont été travaillées, qui sortent d'une carrière. Alors ça veut dire que, disons, pour cet endroit-là, ça suppose toute une hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'il y avait le chef, on l'appelait comme ça, qui connaissait l'astronomie, puis il a dit, voici, là, ça c'est l'orientation pour le solstice d'été, solstice d'hiver, équinoxe. Vous allez faire un cairn ici, ça c'est... Et que des travailleurs sont allés dans une carrière, prendre de la pierre, transporter de la pierre et la placer en cairn. Mais pour ces travailleurs-là,
Il fallait les nourrir. Donc, il y a des gens qui cultivaient, quelque part, qui avaient des animaux qui cultivaient. Il faut regarder ça d'une façon globale. Puis, donc, ça présume une organisation sociale, une hiérarchie sociale très développée, et une agriculture. Et ça veut dire que les champs qui ont été utilisés par les premiers colons du 17e siècle ou du 18e, ben, ils ont trouvé des champs qui avaient déjà été cultivés et défrichés. Parce que la repousse est très lente, surtout avec le petit âge glaciaire qui est des années 1300 à 1800. Il faisait froid. Puis là, ben, si on lit, par exemple, les chroniques des missionnaires, par exemple, qui disent qu'ils se levaient le matin et l'encre était gelée dans sa chambre à coucher. Ben, ça, c'est à l'époque, ça. Ça veut dire que, alors, je reviens à l'impact que ça peut avoir dans l'environnement. Ben, quand il fait froid, ça ne pousse pas, mais ça pousse pas vite. Donc, fait que ça, alors des sites de recherche, là, bon, il y a ça, le Mont Orford, le site White, les cavernes du site White, le site du Solstice. Ensuite de ça, tu as le site Jones, avec la pierre indienne, et aussi le Vieux Moulin. Et aussi, bien, sur le site Jones, il y a aussi un bon nombre de cairns on voit qu'ils sont en ligne aussi. Quel est le point commun quel est le point commun de toutes ces découvertes? Quel est le fil conducteur de toutes ces découvertes, selon vous, pour vous? Ben, la présence de constructeurs de pierre qui essaient de planter ériger des cairns un peu partout, on ne sait pas trop pourquoi, mais en certains cas, c'est définitivement pour créer des alignements sur le Soleil. Ça, c'est parce que le fil conducteur, c'est que ces gens-là étaient associés de très près au cosmos. Et pour eux, c'était important d'être branchés sur le Soleil. Peut-être la Lune, je n'ai pas fait d'observation sur les alignements avec la Lune, mais le Soleil, on en trouve partout. Même ici, là, sur mon terrain, juste à côté, tu as un gros bloc de pierre, énorme, peut-être 15 tonnes, peut-être, avec un X gravé dessus, et une des branches du X coïncide avec l'orientation du lever du soleil solstice d'hiver. Et je marche un peu dans le bois, plus loin, et je trouve un cairn à cet endroit-là. Alors le cairn, c'est un repère permanent, et que les solstices en particulier, d'été et d'hiver, étaient très, très importants, et qu'il y en a peut-être dans chaque endroit où on vivait. Et que la fête des solstices, ben, on l'a encore aujourd'hui. Ce qui permet en fait de calculer les saisons. Oui. Et pour l'agriculture, c'est très important. L'agriculture ou encore la migration des animaux, les récoltes, c'est ça, les semences, les récoltes, parce que tu ne peux pas te fier à la température ou au climat. Parce que c'est très, très erratique, on le sait, même comme une journée comme aujourd'hui. Tu sais. Tandis qu'avec le soleil, ben, le soleil revient toujours au même endroit. Une autre particularité sur les alignements solaires, là je te parle des solstices d'hiver, d'été, mais l'équinoxe est important, même plus important. Parce que au solstice, le soleil, à l'équinoxe, excusez, au temps de l'équinoxe, le soleil se déplace beaucoup plus rapidement, donc on peut faire des observations plus précises. Tandis qu'au solstice, le soleil, la durée du solstice, c'est 12 jours. Fait que ça, c'est... Tandis que tu peux avoir une date très précise avec l'équinoxe. Et on retrouve les alignements d'équinoxe, il y a trois pierres. Et ce qui permettait, c'est des points de repère, de vérifier la date exacte de l'équinoxe
Parce que si c'était une journée nuageuse, ben, tu peux te reprendre le lendemain, c'était 3 pierres. Donc le soleil s'en vient là, on ne l'a pas joué, mais s'il est rendu là, on peut, avec un calcul à rebours, on peut savoir la date exacte. Et pour les astronomes de l'Antiquité, c'est important ça. Et ça, on retrouve ça. Il n'y a personne qui a observé ça. Ça, je l'ai ici. Là, puis, ça aussi, à Dorion, Vaudreuil-Dorion aussi. Il y a un site là, qui est absolument fantastique. Là, avec, c'est probablement celtique, mais avec des blocs de pierre. C'est un cercle ovale de 15 par 30 mètres, avec des portails est-ouest. Et du côté est, le portail est formé par des blocs de pierre de 25 tonnes chacune. Ça sert à quoi aujourd'hui? Ils en ont fait quoi? C'est rien, personne ne connaît ça. C'est abandonné comme ça. Pardon? C'est abandonné. Oui. C'est sur le bord de l'autoroute 40. Bon. C'est un gars que je connais, qui a exploré avec moi un petit peu. C'est pas un gars qui a fait de la recherche, mais qui est intéressé à ça. Et que lui, en passant en voiture, au printemps, avant que les feuilles sortent, il a trouvé ça, il a vu ça. Puis moi, il est allé sur place, puis des photos. Il est venu ici pour me montrer ça. Ah oui. Et ça, c'est un site, je dirais, mégalithique. Là, ça dépasse l'entendement quand on regarde. Et on a l'impression que c'est un site qui... OK, pas l'impression. C'est un site avec orientation sur l'équinoxe et le solstice d'hiver. À partir du portail, il y a 3 pierres. Tu vois 3, là, pour l'équinoxe. Alignement, l'équinoxe. Puis après ça, un cairn du côté du solstice d'hiver. Et avec des pétroglyphes aussi. Des pétroglyphes géométriques. Et ça montre, c'est des gens qui... Puis, alors, d'où venaient ces pierres-là? Il n'y a pas de carrière autour. En arrière, c'est un champ de maïs. Fait que là, ces pierres-là ont été transportées d'une longue distance. C'est assez époustouflant quand on regarde ça. Et le site, ben, n'est pas en danger parce que comme tu as l'autoroute d'un côté, puis tu as un champ de maïs, personne ne va aller construire de la maison là, je pense bien. Mais ça pourrait l'être. Si, parce que étant donné que ce n'est pas reconnu par une autorité historique ou gouvernementale comme étant un monument historique, qui pourrait le détruire pour construire une route, par exemple, si jamais... Ben, en tout cas, la route est déjà construite, c'est ça. Tu as un livre là, ici. Ça, c'est des sites archéo-astronomiques dans l'Ouest. Alors ça, c'est le titre du livre, c'est Stonehenge canadien. Donc vous avez trouvé, justement, c'était la question, vous avez trouvé des rapports entre le Stonehenge et ce que vous avez trouvé ici? Vous avez trouvé des points communs, vraiment? Oui. C'est-à-dire que c'est la même approche de se servir de pierre comme repère permanent pour observer le soleil. Le lever du soleil à des dates précises. Alors, c'est le principe de Stonehenge. Il y a d'autres implications beaucoup plus complexes à Stonehenge, mais pour ce qui est du soleil, c'est ça.